Donc, la pédologie, c'est un allié pour bien comprendre nos sols. Hein, c'est souvent sous-utilisé. Aujourd'hui, on va vraiment parler des données pédologiques en tant que telles. Donc, vous avez vu dans la programmation du CRAC, là, il va y avoir 2 webinaires là, sur le sujet de la pédologie. Le premier aujourd'hui sur les données pédologiques. Comment s'en servir aussi concrètement. Et il va y avoir aussi un deuxième webinaire là, en mars prochain là, où on va vraiment parler plus du profil de sol agropédologique. Donc, c'est des données, comme on disait, qui sont souvent sous-utilisées et qui vont nous aider à comprendre, dans le fond, qui vont nous aider à réaliser nos tâches en lien avec ça et à en tirer profit aussi. Donc, on va mettre ça dans un contexte. Donc, quand est-ce qu'on utilise ces données-là? On va revenir sur quelques notions de base. On va parler vraiment de c'est quoi les données pédologiques, comment les consulter. On va en parler un peu par l'entremise d'une étude de cas, donc une étude de cas réelle, là, comment s'en servir concrètement avec des petits trucs là, comme ça. Et aussi, on va profiter de l'occasion pour faire un petit voyage. On va en profiter un petit peu là, pour voir les principales séries de sol. Donc, on va faire une petite tournée pédologique du Québec dans le confort de notre foyer, en toute sécurité. Alors, ça va faire du bien, j'imagine. Maintenant, le contexte, c'est sûr que donc, les webinaires du CRAC, j'essaie vraiment d'adapter ça là, pour les conseillers agricoles. Donc, ça va être beaucoup l'exemple qui va être donné. Dans quel contexte les conseillers agricoles vont utiliser les données pédologiques? C'est beaucoup, dans le fond, il y a 2 grandes activités là, qui sont en lien avec ça. C'est beaucoup dans la planification de la fertilisation et des cultures et aussi lorsqu'on veut faire une évaluation de l'état de santé des sols agricoles par l'entremise du profil de sol. Donc, on va revenir un peu sur les étapes de réalisation, un peu dans l'étude de cas, mais je les ai quand même ici. Comme je le disais, on a essayé beaucoup de le monter là, pour les conseillers agricoles et on va beaucoup focusser sur l'évaluation de l'état de santé des sols parce qu'on accompagne souvent là, les conseillers agricoles sur le terrain. C'est super intéressant d'ailleurs. C'est vraiment la partie de mon métier que j'aime le plus. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les connaissances sont à géométrie variable. Donc, on a des conseillers, il y en a qui vont utiliser beaucoup le profil de sol, puis il y en a qui vont moins l'utiliser. Mais je pense que justement, peut-être de rétablir un peu, là, c'est quoi les données pédologiques, puis comment les utiliser, on va espérer que ça soit plus utilisé là, dans le cadre de vos tâches. Il y a aussi, à l'université, c'est un genèse et classification des sols, c'est pas un cours qui est obligatoire également aussi, là, donc tout ça, qu'on soit mais ça reste quand même quelque chose de super important, là, qu'on soit en production animale ou végétale, on le sait, les sols, c'est la base. Maintenant, quelques questions des fois que je me fais poser sur le terrain, puis on en parle là, on va essayer d'y répondre durant le webinaire, puis on va y revenir à la fin. Donc, des choses que j'entends souvent sur le terrain, c'est des questions qui sont tout à fait légitimes, là, ça c'est bien comprenable. Donc, on entend souvent qu'on n'a pas besoin de connaître le nom de la série de sol. Il y a aussi, est-ce qu'on a besoin de consulter les études pédologiques pour faire les profils de sol? Quand est-ce qu'on devrait les utiliser aussi? Et évidemment, les études pédologiques sont vieilles, ils ne sont pas à jour, alors qu'est-ce que je fais avec ça? On va essayer d'y répondre, c'est des constatations, tout simplement. Voilà. Quand on fait un profil de sol agropédologique ou quand on veut aller faire une évaluation de l'état de santé des sols, c'est souvent parce qu'il y a un questionnement au sujet d'une parcelle, hein, souvent par rapport à une délimitation au rendement, tout ça. Donc, et le but de faire, quand on veut faire une évaluation de l'état de santé des sols, c'est de faire le meilleur pronostic possible. Donc, un pronostic, c'est d'être capable de prévoir ce qui va arriver. Alors, souvent, quand on va faire un profil de sol, là, il y a comme 2 choses à regarder. Hein? On veut regarder les propriétés générales de notre sol. Hein? C'est quoi ses forces, ses faiblesses? Un peu son ADN. Hein? Les sols, ça fait 10 000 ans qu'ils sont là, qui n'ont pas bougé, ils ont des propriétés stables. Puis tout ça affecte notre sol et notre rendement éventuellement. Et aussi, par le profil de sol, là, on va faire l'état actuel des choses. Hein. On va faire un diagnostic, par exemple, de compaction, de dégradation de la structure. On va regarder aussi si on a des problèmes au niveau de l'enracinement. Et ça va faire, comme je le disais tantôt, on va en parler plus en détail. On va vous donner quelques trucs du métier là, dans le cadre du webinaire 2 en mars.
Donc, on peut faire le meilleur pronostic possible, hein, en regardant c'est quoi les propriétés de sol, on fait notre diagnostic, on fait notre pronostic. Hein. Le but, c'est de prévoir ce qui va arriver. Voilà. Et éventuellement, on peut faire les recommandations aussi avec ça. On revient sur quelques notions de base, on va passer rapidement, mais bon, on se remet dedans un petit peu à niveau. La pédologie, dans le fond, la pédosphère, hein, c'est vraiment à l'interface, c'est une sphère comme une autre qui est à l'interface, dans le fond, de l'atmosphère, de l'hydrosphère, de la biosphère, et tout ça a un impact sur la pédosphère. Donc, si on la voit, il y a une évolution dans le temps aussi, la formation de nos sols, hein, comme on le sait, là, le climat vient jouer là-dedans, donc tout ce qui affecte l'atmosphère, la biosphère également. C'est la ressource naturelle la plus importante. On ne reviendra pas sur les statistiques, mais on le sait que c'est un réservoir de biodiversité tellement important qui est soumis à l'évolution du climat, qui abrite la faune, la flore. Puis, peu importe les lunettes qu'on porte, c'est vraiment une des ressources les plus importantes pour la préserver. Là, qu'on ait des lunettes d'économistes, de politiciens, d'agriculteurs, peu importe, c'est une ressource à préserver. Les facteurs de formation des sols, hein, ce qui fait que notre sol a évolué, c'est que, au départ, il y a 5 facteurs de formation des sols. Il y a le climat, il y a le vivant, hein, tout ce qui est faune, flore. Il y a aussi, faune, flore et aussi des facteurs anthropiques. Il y a la pente, le matériel parental et aussi le temps. Donc, ça, c'est tout ça qui fait que nos sols sont ce qu'ils sont en ce moment et qu'on va essayer de bénéficier, dans le fond, de tout ça là, en agriculture. D'aller chercher le maximum. Donc, un peu comme... donc, on essaye d'organiser cette information-là hein, des sols. En fond, on voit un peu toute l'évolution des sols à travers la classification des sols. La classification, pourquoi on fait ça? C'est pour organiser l'information pédologique à l'aide de classes présentant des propriétés similaires, des comportements similaires. C'est un système de classification classique, hiérarchique, à 5 niveaux. Donc, le but, c'est de classer dans une petite case des sols qui sont semblables pour les comparer, tout ça. Donc, ici, le plus petit niveau, c'est la série de sols. Donc, c'est vraiment le niveau avec lequel on est habitué de travailler. Vous allez voir aussi les cartes, ça reflète en fin de compte la série de sols. Et les sols de la même série ont les mêmes caractéristiques pour une même région pédologique. Donc, un sol qui a les mêmes matériaux et le même drainage naturel dans la même région pédologique vont avoir on peut dire qu'ils sont dans la même série de sols. C'est un peu ça. Les régions pédologiques, en fin de compte, ça a été délimité en fonction du climat, de la géologie, de la topographie et de l'altitude. Donc, la série de sols, on pourrait comparer ça, par exemple, à l'espèce en botanique, là, comme on va dire, exemple, on a un pin, c'est un pin blanc. Donc, on est vraiment dans le plus petit niveau là, de classification. Maintenant, allons dans le vif du sujet. C'est quoi les données pédologiques? Donc, les informations disponibles, on a deux produits qui sont disponibles. Il y a l'inventaire des terres du Canada, qui représente le potentiel agricole des sols, et il y a les cartes et les rapports pédologiques. L'inventaire des terres du Canada, comme je le disais, c'est pour évaluer les possibilités d'utilisation des sols pour l'agriculture, la foresterie. Dans ce cas-ci, c'est pour l'agriculture. Donc, souvent, c'est représenté par des classes. C'est classe 1 à 7 qui représentent justement le potentiel agricole de nos sols. Donc, la classe 1 qui représente probablement le meilleur potentiel et la classe 7 qui sont des sols inutilisables. C'est vraiment pour de la gestion de territoire. Il y a souvent un symbole qui vient avec la classe, qu'on appelle la sous-classe, qui, dans le fond, précise un peu les limitations. C'est dans le but d'améliorer son aptitude et non à le déclasser. Comment je fais pour en tirer le meilleur profit toujours? Les informations disponibles, là, il y a aussi les cartes et les rapports pédologiques. Assurément, on a probablement tous ouvert une étude pédologique un jour ou l'autre. Les cartes, dans le fond, ça représente la variabilité spatiale des sols, l'étendue et la localisation de notre sol.
Et à cela, il y a l'étude pédologique qui vient nous informer sur les propriétés de ce sol-là. Et c'est toujours important de lier la carte de sol avec l'étude du bon comté dans lequel on est. On peut aussi aller vérifier dans les études pédologiques plus récentes aussi pour avoir de l'information peut-être un peu plus à jour. Donc, c'est toujours à étudier conjointement. Je regarde mon type de sol sur la carte, mais je vais aller lire c'est quoi les propriétés de ce sol-là. Et qu'est-ce qu'on retrouve justement dans ces rapports-là? On va avoir de l'information sur les propriétés stables, donc les propriétés qui ne varient pas. À mon argile va rester une argile, par exemple. Il y a aussi on va avoir de l'information au niveau du régime hydrique. Comment se comporte l'eau dans le sol? Hein? C'est quoi le drainage naturel de mon sol? Son niveau de perméabilité? Ses caractéristiques au niveau de l'eau utile, du ruissellement. Donc, c'est souvent de l'information qui sont disponibles dans ces sols-là. Puis ça, ça nous aide, hein, avant d'aller sur le terrain, quand on va étudier ça, ça nous aide à voir qu'est-ce que je pourrais rencontrer, c'est quoi les questions que je pourrais poser aux producteurs, des choses comme ça. Il y a aussi de l'information sur les propriétés morphologiques, donc par horizon de sol, au niveau de la couleur, la texture, puis il y a aussi des propriétés dynamiques comme, par exemple, la présence de marbrure, la structure, la consistance et même la porosité qu'on peut avoir comme information. Il y a aussi un peu de statistiques, par exemple, au niveau des principales cultures qu'on peut retrouver dans ces sols-là. On va avoir des analyses physiques, chimiques. Ça, c'est des propriétés dynamiques. Donc, ça, c'est à utiliser un peu avec parcimonie parce que ça peut évoluer dans le temps, évidemment. Mais ça reste intéressant des fois de comparer un peu, de voir un peu, on peut voir un peu une évolution avec ces données-là aussi. Et probablement, ce qui est peut-être le plus important, ou en tout cas, une caractéristique importante aussi, c'est au niveau là, de toute l'interprétation de ces données-là. Par exemple, au niveau des travaux d'aménagement qui pourraient être requis. Donc, si mon champ est drainé souterrainement, qu'est-ce que je devrais, est-ce que ça pourrait entraîner des problèmes liés au drainage souterrain qui pourraient engendrer des coûts, par exemple? C'est quoi les types de dégradation qu'on devrait surveiller? Donc, c'est beaucoup lié aux conditions intrinsèques de notre sol, les propriétés qui sont là. Donc, on essaie de pallier les défauts, travailler avec ses qualités pour aller chercher le plein potentiel de notre sol. Dans les informations qu'on peut voir aussi, il y a des photos. Bon, c'est sûr que les études qui sont plus anciennes, les photos en noir et blanc, ça l'aide plus ou moins à reconnaître notre sol, mais par contre, les photos plus récentes, bien, ça peut nous aider justement à déterminer notre série de sol, ou du moins à nous aider à reconnaître notre sol. On fait une petite ligne de temps, un petit retour en arrière justement sur les données pédologiques, comment ça a débuté tout ça. Donc, avant la guerre, dans les années 30, 40, on cherchait, il y avait eu une cartographie des sols qui avait eu lieu là, dans la plaine de Montréal, mais c'est vraiment pour trouver des sols pour des cultures spécifiques, par exemple la betterave à sucre et le lin. Il y avait aussi des études là, sur les sols à verger, tout ça. Donc, c'est vraiment pour essayer de trouver un sol dans lequel on pourrait cultiver telle ou telle culture. C'était essentiellement des cartes. Il n'y avait pas de rapport pédologique avec ça. En 1943, c'est vraiment la première étude, là, c'est vraiment la première étude qui a été menée. Donc, carte et rapport, c'était la région de Sherbrooke. Après ça, il y a eu Brome-Missisquoi. Il y a eu des équipes au niveau fédéral, au niveau provincial aussi, puis c'est là qu'on a commencé à faire une production vraiment par comté. Dans les années 60 aussi, je dois dire, il y a eu l'ARDA, donc l'inventaire des terres du Canada qui a eu lieu. Après ça, on a commencé à faire vraiment la production, là, Yamaska, Kamouraska, Chicoutimi, etc. Et là, on se rappelle, il y avait une cartographie des sols avant la guerre, dans la plaine de Montréal, mais en 1975, Agriculture Canada ont eu vraiment le mandat d'aller recartographier ces zones-là pour aussi en faire cartographier à l'échelle d'un 20 millième, donc c'est très précis, avec une étude pédologique avec ça là, pour donner de l'information sur les sols. Donc, c'est là tous les comtés de Richelieu, Chambly, Rouville, Napierville, etc. Ça a été cartographié dans ces années-là. Donc, à partir de 1975 jusque dans les années 2000. Ensuite, bon, il y a eu d'autres comtés.
Au niveau de l'information, oui, il y a les cartes et les rapports, mais il y a eu aussi d'autres, des études qui ont eu lieu, comme en 1990, l'inventaire de problèmes de dégradation des sols agricoles, c'était, dans le fond, un inventaire qui est basé sur dans le fond, sur les séries de sol. Donc, on a fait un inventaire, mais par type de sol. Et prochainement aussi, donc Marc-Olivier Gasser qui travaille sur ce projet-là. On a travaillé également avec lui en collaboration là, pour trouver les sites, mais il va y avoir aussi une deuxième mouture donc actuelle là, sur l'état de santé des sols agricoles. Puis encore là, c'est sur la base de la série de sols là, pour, dans le fond, évaluer les sites entre eux et on évalue des bananes avec des bananes, évidemment. Donc, voilà. Il y a eu aussi la cartographie dans les années 2000, aussi Gaspésie, Matapédia se sont rajoutés. Et il y a l'Atlas agropédologique du sud-est de la plaine de Montréal aussi, dans le fond, qui reprend un peu toute la zone Verchères, Saint-Hyacinthe, Chambly, Richelieu, dans le fond, où on est vraiment dans l'interprétation des données pédologiques. Ça sert beaucoup aussi pour toute la gestion de territoire. Et maintenant, la cartographie des sols, ça passe maintenant par la pédologie numérique où là, on va coupler des données morphologiques de profil de sol à des données de modèles numériques de terrain, des images satellitaires, où là, on va être capable de faire des cartes, mais de propriétés de sol à différentes profondeurs. Donc, c'est un peu ça l'avenir de la pédologie. Où on consulte ces données-là, évidemment, les conseillers agricoles, on a l'habitude de travailler avec InfoSol. Donc, là-dessus, on a accès aux cartes pédologiques et de potentiel agricole des sols. C'est vraiment pour de la consultation. Maintenant, la donnée brute, si on va avoir cette donnée-là, vous pouvez consulter le site Internet à l'IRDA, donc où on peut avoir accès aux données vectorielles à utiliser avec un système d'information géographique, donc un logiciel géomatique, excusez-moi. Il y a aussi le PDF qui est disponible et le KMZ. Donc, on a tout découpé le Québec en feuillets qu'on peut consulter. KMZ, c'est intéressant parce que, bon, avec Google Earth, on est sur le terrain, on est capable de se positionner avec notre téléphone et on peut avoir, dans le fond, la carte en fond d'écran. Donc, ça nous permet de nous positionner et d'avoir de l'information sur les sols qui sont présents. Donc, voilà. Ce que je dois dire, c'est que là, il va y avoir... on est en train de faire une mise à jour de la cartographie des sols. Il y a 3 comtés qu'on est en train de mettre à jour, Iberville, Napierville, Matane, Matapédia et un bassin versant, le bassin versant du Bras-d'Henri. Un total de 152 000 hectares de nouvelles informations qu'on va mettre en ligne bientôt. On travaille également une stratégie de diffusion entre les 3 grands producteurs de ces données-là, l'IRDA, le MAPAC et Agriculture Canada, pour rendre le tout gratuit sur Données Québec, vraiment... dans le fond, pour pouvoir télécharger la donnée brute. Je dois dire aussi que les rapports pédologiques sont sur le site aussi, un site, dans le fond, qu'on appelle Siscan ou CAN6, c'est un site fédéral. Donc, on espère que cette stratégie-là va se mettre en branle rapidement. Ça devrait être le cas. Et aussi, ce que je dois dire, donc la mise à jour de la cartographie va être disponible aussi sur InfoSol. Donc, c'est tout frais fait. Là, on vient de terminer ça et on va contacter les gens d'InfoSol pour mettre ça en ligne. On avait dit, bon, pour qui, dans le fond, qui utilise ces données-là? On le sait, les conseillers, les producteurs agricoles, dans le cadre de leurs activités, mais il y a aussi les organismes de bassin versant, les MRC, les municipalités, qui vont utiliser ces données-là, plus au niveau de la gestion du territoire, mais il y a aussi tout le côté ingénierie là, avec la conception d'ouvrages hydro-agricoles, la modélisation hydrologique, différents ministères des Transports qui vont utiliser ces données-là également. Donc, la donnée pédologique, pourquoi on va les consulter? Tout d'abord, on veut connaître la variabilité spatiale des sols, on veut connaître les propriétés de base de ces sols-là. On veut connaître les limites et les forces de nos sols. Puis, ça va nous permettre aussi de reconnaître ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas. Des fois, c'est bien mentionné dans les rapports pédologiques. C'est pour ça que c'est important de les lire. On veut connaître aussi ce qui pourrait limiter nos rendements. Donc, le but, c'est de comprendre vraiment, ça va nous aider à comprendre la globalité de notre sol.
Ici, pourquoi les consulter? Ici, des petites anecdotes comme ça. J'ai travaillé beaucoup avec Agriculture Canada quand j'étais étudiante. Puis à chaque fois qu'on passait dans le coin de la région de Boucherville, le quartier du 30, à chaque fois, les gens avec qui je travaillais, ils me disaient tout le temps, ah, ici, on a cartographie, ici, c'était vraiment des bons sols, tout ça. Donc, il faut penser aussi qu'à travers tout ça, on a 2 de territoire agricole, mais ce n'est pas nécessairement 2 de territoire à fort potentiel agricole. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que c'est important de préserver ces sols-là qui sont à fort potentiel agricole. Donc, ici, j'ai une image de 1979. Vous allez voir, là, ça a changé pas mal, mais là, il y a eu l'autoroute 30 qui a passé, puis évidemment, malheureusement, il y a certains sols à bon potentiel agricole là, qui ont maintenant disparu de la carte, si on peut dire. C'est comme ça. Donc, on va, ces données pédologiques-là, on va les utiliser à petite échelle, à l'échelle de la parcelle, mais il faut penser qu'il y a toute une gestion de territoire aussi, à l'échelle municipale, régionale, des MRC et des bassins versants aussi. Quand on parle de qualité de l'eau, par exemple, dans un bassin versant, c'est important de bien connaître les sols. Maintenant, on va passer à l'étude de cas. Donc, comment bien utiliser ces données pédologiques-là. Donc, avant de réaliser le profil de sol, il y a souvent une étape qu'on va négliger. Pour toutes sortes de raisons. Là. Mais ce qui est important avant d'aller au champ, c'est de recueillir les informations sur les sols. Alors, comment on fait ça? Ici, j'ai ciblé un champ vraiment au hasard là, pour lequel j'avais de l'information quand même intéressante à vous donner. Là. Donc, on va localiser notre parcelle sur le terrain. On va, après ça, regarder les différents... Attendez, je pense que j'ai un curseur. Je pourrais peut-être pointer. Donc, on a localisé notre parcelle sur le terrain. On va regarder, on va juxtaposer notre carte des sols. On va regarder c'est quoi les différents types de sols que je pourrais rencontrer sur ma parcelle. Dans ce cas-ci, on aurait du Kamouraska et possiblement du Saint-André et du Mancook. Donc, c'est des séries de sols. On est dans la région de l'Îlet. Donc, on va regarder ça. Mais il faut regarder aussi, pas juste les sols qui vont toucher à ma parcelle, mais qui vont être présents dans le secteur. Alors là si je regarde un petit peu autour, là, je vais regarder aussi peut-être d'autres types de sols. Ici, j'ai du Saint-Pascal, la Pocatière, que je pourrais peut-être rencontrer aussi. Il y a aussi d'autres choses qui est vraiment intéressant, là, que j'aime bien là, utiliser, c'est dans InfoSol, c'est le profil d'élévation. Donc, on se tire une ligne, si on peut dire. Là. Par exemple, si je l'ai faite du fleuve vers les terres, donc du nord au sud. Et ça me donne une bonne idée, justement, des sols que je vais rencontrer là. Par exemple, le Kamouraska, c'est une argile. Souvent, les argiles, le paysage va être assez plat. C'est ce qu'on rencontre ici. Hein. De 0 à 500 mètres, mon profil d'élévation me montre que c'est quand même assez plat. Et ensuite, Saint-André, Mancook, c'est des sols un petit peu plus graveleux. Donc, ça fait du sens quand même que j'aille une certaine pente dans le reste de ma parcelle. Donc, ici, quand on va faire nos profils de sol, c'est soit on peut aussi juste rester ciblé dans le fond une zone vulnérable, si jamais on ne peut pas faire la parcelle au complet. Là. Donc, ici, ma zone vulnérable, ce serait peut-être le Kamouraska parce que c'est ma parcelle peut-être un petit peu plus lourde, argileuse, peut-être un petit peu plus de chances de compaction. Bref, à voir. Mais sinon, on peut faire le champ aussi au complet. Il n'y a pas de problème. Comme on le disait, conjointement à la carte des sols, on va regarder l'étude pédologique du comté. Dans ce cas-ci, c'est l'îlet. Donc, on va aller recueillir les informations. Donc, toutes les sols qu'on a ciblés tout à l'heure, on va aller lire l'information là-dessus. Et là, par exemple, ici, j'ai pris vraiment un lieu où on avait des sols très contrastés. Donc, on a une argile Kamouraska, donc c'est un matériel qui est très argileux, avec un Saint-André, comme vous le voyez, qui est bien drainé. On voit bien le fer qui s'est oxydé. C'est assez poreux aussi, probablement sensible à la sécheresse. Donc, on est vraiment complètement à l'opposé dans notre triangle textural. Là, ici, là. On a une plus grande proportion de sable, disons-le, et de gravier.
On va regarder aussi les informations par rapport aux propriétés hydriques. Hein. Donc, ici, on le voit, on a le Kamouraska qui est mal drainé, plus rapidement drainé au niveau du Saint-André, etc., etc. Voilà, on peut regarder les classes de possibilités agricoles, on va regarder aussi toutes les propriétés morphologiques qui vont m'aider à reconnaître à quoi pourrait ressembler là, mon sol quand je vais le creuser. Puis, ben, comme je le disais, cette information-là qui est super importante au niveau des travaux d'aménagement requis, aussi la sensibilité de ces sols-là à différentes formes de dégradation. Donc, ça, c'est important d'aller bien lire parce que ce n'est pas toujours représenté de la même façon dans les études pédologiques. Puis, comme on disait, ça peut orienter nos questions à poser aux producteurs ou d'orienter aussi notre regard dans notre profil de sol, si on peut dire. Voilà. Maintenant, ça, on n'en parlera pas trop parce que ça va être le sujet du prochain webinaire, mais dans la réalisation, dans l'étape de réalisation et de description de notre profil de sol, ça va aider à déterminer le nombre et l'emplacement des profils aussi. Donc, on va essayer de faire 2 profils de sol. Ici, j'ai un exemple. Donc, ici, je considère que j'ai 2 grands types de sol. Je vais essayer de faire 2 profils de sol par série de sols rencontrés. Ou je peux décider aussi de rester dans la partie vulnérable. Ça dépend du but ici. Là. Puis on pourrait aussi essayer de trouver une zone témoin également, là, qui est moins dégradée, qu'on considère moins dégradée, qu'on va pouvoir comparer avec notre sol cultivé. Et là, maintenant, ben là, on est prêt à aller au champ, on a toute l'information qu'il nous faut, on va aller valider les informations qu'on a recueillies par le profil de sol. Mais ça, comme on disait, on n'en parlera pas trop tout de suite. Maintenant, on va revenir un peu sur les questions des fois qu'on entend, tout ça. Donc, je n'ai pas besoin de connaître le nom de la série de sol. Donc, comme vous l'avez vu, l'information pédologique qui est disponible, ben, elle est au niveau de la série de sol. Donc, les cartes sont faites sur la base des séries de sol. Donc, c'est, par exemple, les sols, ils n'auront pas la même régie, pas la même fertilisation d'un sol à un autre. C'est un peu comme comparer on ne peut pas dire... c'est comme faire la différenciation entre le chou et la carotte. T'sais. On a beau dire que c'est un légume, mais ça reste qu'au niveau de la fertilisation, de la régie, ça va être différent. C'est un peu la même chose ici. Je pense que c'est important de bien connaître notre série de sol. D'autant plus aussi que souvent, on va travailler souvent dans un secteur donné. Donc, on n'aura pas à travailler avec plusieurs séries de sol, mais probablement un nombre restreint. À force d'en faire, on va finir par les reconnaître. Donc, je n'ai pas besoin de consulter les études pour faire mes profils de sol. Mais comme je l'ai mentionné, je pense qu'il y a beaucoup d'informations là qui vont nous orienter à faire le bon pronostic, hein, de savoir c'est quoi ses forces, ses faiblesses, c'est quoi son ADN de ce sol-là. Hein. On le sait, ça fait 10 000 ans qu'ils sont là. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Hein. C'est comme ça. Donc, puis ça l'aide aussi à planifier les questions, là, par exemple, au niveau du drainage, des choses comme ça, combien de profils je vais faire. Donc, les études pédologiques sont vieilles, ils ne sont pas à jour. Comme on le disait, il y a des propriétés stables qui ne changeront pas. Donc, le matériel de mon sol va rester le matériel. Mon sable graveleux va rester un sable graveleux avec les avantages, les inconvénients qui viennent avec. Alors, je pense que ça vaut quand même la peine de les consulter. C'est sûr que tout ce qui va être analyse chimique ou physico-chimique, c'est à prendre avec parcimonie, bien entendu. Maintenant, on travaille justement à l'IRDA pour faire un peu de vulgarisation à ce niveau-là. Donc, on est en train de faire des fiches synthèse au niveau de la série de sol, des plus importantes séries de sol qu'on va rencontrer au Québec. Donc, ça permet de vulgariser l'information puis de la synthétiser aussi. Donc, au lieu d'aller voir l'information dans plusieurs études pédologiques, ben,
on va l'avoir là sur une feuille qu'on va pouvoir consulter. Donc, je vous dirais, suivez les réseaux sociaux dans les prochains jours, semaines. J'aimerais ça que ça sorte la semaine prochaine. Donc, on va avoir 6 séries de sol à vous montrer là, à court terme. Puis là, il va en avoir, là, après ça, on va les sortir en série en série de 12, si on peut dire. Voilà. Donc, on va avoir de l'information avec des photos, tout ça. On a même utilisé des données de santé des sols là, pour mettre à jour, justement, toute l'information analytique là, qui vient avec ça. Donc, voilà. Maintenant, on va regarder les principales séries de sol au Québec. On va faire notre petite tournée, si on peut dire. Donc, comme je ne sais pas, j'en ai parlé, mais bon, c'est suite à la dernière glaciation, le retrait des glaciers, c'est là qu'il y a eu les derniers dépôts de sol au Québec. C'est ça qui a mis en place les sols qu'on cultive aujourd'hui. Ici, on voit un peu l'âge du retrait des glaces tranquillement. Donc, évidemment, ça s'est fait du sud vers le nord. Il y a eu la formation de mer, hein, parce qu'on s'entend que grosse quantité de glace égale grosse quantité d'eau. Donc, il y a beaucoup de grosses quantités d'eau qui ont formé les sols, je vous dirais plus marins, tout ça. Donc, au niveau de la mer de Champlain, toute la plaine de Montréal, les basses terres du Saint-Laurent, et ensuite le golfe La Flamme, là, tous les sols un peu plus lourds là, de Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Donc, c'est comme on le voit, il y a eu toutes sortes d'origines, de dépôts et d'origines de matériaux là, qui ont été déposés là, au Québec. Donc, le glacier a déposé des sols, évidemment. Le retrait de ces glaciers-là aussi, les espèces de fleuves que ça a créé quand ça a fondu, ça a déposé plus des sédiments fluviatiles, fluvio-lacus un petit peu plus grossiers. Il y a eu aussi, bon, sous la mer, sous les mers qu'il y a eu, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup. Il y a eu de l'argile marine qui s'est déposée, des dépôts deltaïques, tout ça. Et au Québec, on a vraiment beaucoup de types de dépôts là, qui ont formé notre paysage. Donc, on va faire une petite tournée du Québec par grands types de matériaux qu'on peut voir. Donc, on va commencer avec les sols argileux. Vous allez voir, on fait beaucoup d'allers-retours. On va y aller en sol argileux, laumeux, etc. Donc, ici, on a les sols argileux, comme on l'a dit, beaucoup là, sous les différentes mers là, qui se sont formées suite au retrait des glaciers. Plaine du Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Abitibi-Témiscamingue. Donc là, on commence notre tournée. On commence ici avec l'argile Sainte-Rosalie, probablement l'argile la plus connue. On espère en faire un sol emblème aussi un jour. Donc, les sols argileux, c'est des sols qui sont très fertiles. Par contre, ils ont besoin souvent d'un drainage souterrain. Ils sont sensibles à la compaction aussi. Mais quand même, quand on a une argile, on la dorlote, comme on dit, là, parce que c'est des sols qui sont très fertiles. Donc, dans ce cas-ci, c'est un sol, oui, très argileux, mais qui est très perméable aussi. Donc, on peut le voir, là, bien la structure de ces sols-là. Donc, si on le voit, là, il y a comme une sous-structure. Là. Normalement, ça aurait été une petite vidéo, là, mais il y a une sous-structure cachée dans cette structure-là qui est un petit peu plus grossière, mais on voit bien la rugosité de la motte, puis on voit qu'il y a beaucoup de petits agrégats. Là, donc, c'est magnifique comme ça. Là. Donc, beaucoup associé au terrain plat. Ici, on est à Saint-Bruno de Montarville. Maintenant, l'argile Providence. L'argile Providence, c'est dans le fond qui est une argile qui est plus transportée. Fait que, comparativement à la Sainte-Rosalie, est un petit peu plus brunâtre. Encore là, c'est des sols très fertiles, qu'on voit beaucoup le long du Richelieu, hein, parce que justement, ça a été transporté. Quand le Richelieu était un petit peu plus gonflé, ça a transporté ces argiles-là et redéposé. On voit là, justement cette belle structure-là. Puis on voit même à la surface, on voit que c'est un petit peu plus foncé. Donc voilà. Maintenant, on s'en va dans le bas du fleuve. Ici, on a l'argile Kamouraska, qui est une argile peut-être un petit peu plus brute là, que l'argile Sainte-Rosalie. Donc ici, c'est sûr que chaque profil est différent. Ici, peut-être notre profil est un petit peu plus compact là, que le Sainte-Rosalie. Donc encore une fois, c'est une argile
avec toutes les propriétés qui viennent avec. Souvent, l'argile Kamouraska, c'est assez caractéristique de toute la zone, là, je vous dirais, dans le bas du fleuve, il y a des plateaux, là, quand on arrive justement à la Pocatière, là, en arrière du cégep, puis l'IPA, tout ça, donc une belle plaine argileuse, là, puis c'est assez caractéristique du Kamouraska dans ces coins-là, de l'argile Kamouraska. Ensuite, maintenant, on s'en va au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la série Héberville, justement dans le coin d'Héberville. Quand on a été faire les sites pour le projet Santé des sols, ça a été vraiment un beau coup de cœur. Là, encore une fois, c'est une série, là, belle structure de sol, des sols vraiment très, très, très fertiles. Si je m'excuse, ma photo n'est pas la meilleure, là, mais on va y revenir. Maintenant, on se transporte en Abitibi. Je n'ai jamais eu la chance d'y aller, malheureusement, mais je me suis souvent fait dire que c'est dans les plus beaux sols du Québec. Ce qui est particulier là-bas, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des valves. Donc, c'est vraiment des dépôts d'argile brune, d'argile grise. Donc, je pense que c'est un peu en fonction des saisons aussi, là, le type de dépôt là, qui est caractéristique là, des valves. Belle structure aussi, généralement, là, dans ces sols-là. Donc, c'est vraiment à voir. Je le vois en photo, là, c'est ça. Les séries Lomeux, donc, beaucoup associées aussi là, dans les mêmes zones que l'argile, grosso modo, là, je dirais. Les sols fertiles, par contre, sensibles à la compaction, à la battance, perméabilité un petit peu plus restreinte aussi, hein, parce que vous allez le voir, on voit beaucoup d'une structure plus lamellaire, lenticulaire. Ici, on a la série L'Évrard, qui est vraiment qu'on retrouve beaucoup dans le coin dans le centre du Québec, je vous dirais. Une série avec quand même beaucoup de limon à l'intérieur, donc sensible à la battance, justement. Et ici, j'essaie de vous montrer une photo, là, justement, de cette structure-là, qui est plus façonnée sur un plan horizontal, ce qui pourrait limiter, justement, la perméabilité de ces sols-là. Mais ça reste quand même quelque chose de naturel. Voilà. Ensuite, on se transporte. Ici, Saint-Hyacinthe, qui est un sol un petit peu plus stratifié, donc des strates, c'est un sol assez limoneux, mais avec des strates parfois avec un petit peu de long sableux fin à l'intérieur. Donc, ce qui fait que ça améliore un petit peu son drainage, évidemment. Des sols quand même assez fertiles aussi, présents justement dans la région de Saint-Hyacinthe aux alentours. Souvent, ils ont besoin de drainage aussi, ces sols-là. Là, on se trouve au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce que je disais par rapport à ces sols-là, donc taillons, c'est des sols justement qui sont quand même assez lourds. On est proche de l'argile, c'est des sols avec une bonne quantité de limon, mais vraiment, on est borderline argileux, je vous dirais. Mais c'est parce qu'au retrait de la mer de Champlain, il y a comme eu une espèce de couche limoneuse qui a été par-dessus, dans le fond, l'argile qu'on retrouve dans ces régions-là. C'est ça qui a façonné un peu le paysage, hein, les sillons qu'on voit là, dans le paysage. Et cette couche-là de limon, mais souvent, là, est tellement mince qu'elle a été mélangée à l'argile. C'est pour ça que des fois, on voit plus ou moins là, cette couche-là. Donc, ça, on voit bien là, les sillons qui peuvent être formés. Puis la série taillon, c'est un brunisol. Fait que on va le retrouver souvent là, dans le haut de ces pentes-là, qui va améliorer le drainage naturel de ces sols. Les sols sableux, la particularité des sols sableux, c'est que justement, on peut avoir des sols très rapidement drainés comme des sols pas bien drainés aussi. C'est pas parce qu'on est dans un sable qu'on va avoir un bon drainage naturel. C'est ça. Puis aussi, dans les sables, il y a les sables, il faut penser qu'il y a des sables grossiers, mais il y a des sables très fins aussi qui vont se comporter quasiment comme des limons aussi. Ici, on a la série de sols Saint-Jules. On est vraiment dans les sols centre du Québec, beaucoup de production de pommes de terre dans ces sols-là. Ici, on est vraiment dans un beau podzol, mais pas nécessairement bien drainé. Donc, on a un drainage imparfait parce qu'on voit ici qu'on a une zone un peu plus grise rapidement vers 50 cm. Et aussi, quand on a un podzol, on a souvent le AE, l'horizon éluvier, l'horizon un peu plus blanc. Donc, ici, on a ensuite l'accumulation de fer, de matière organique aussi, d'acide humique, tout ça ici dans cet horizon-là, ce qui fait que c'est une allure plus oxydée un petit peu.
quand je disais, des fois, on peut avoir des sols mal drainés, bien, comme c'est ici, le Aston, Saint-Amand, ces séries-là, c'est des sables minces fragiles, donc c'est sûr que ça a un impact sur le drainage naturel de notre sol. Donc ici, on voit là, que notre sable est beaucoup plus gris, puis dès 40-50 cm, on tombe dans la grosse argile. Et là, on s'en va dans le Bas-Saint-Laurent, Saint-André, beaucoup associé justement au sol Kamouraska, de l'Anse, etc. C'est vraiment des coteaux c'est vraiment beaucoup utilisé comme gravière aussi, là, ces sols-là. On voit, là, c'est super perméable. L'eau, elle passe free là-dedans, là, si vous me permettez l'expression, sensible à la sécheresse aussi. Voilà, puis ben, c'est sûr qu'on l'a vu là, dernièrement, là, que c'est des sols qui ont été un peu malmenés là, par la sécheresse dans ce coin les dernières années. Les tilles qui sont des dépôts glaciaires. Donc, beaucoup, justement, là, on s'éloigne un peu de la vallée du Saint-Laurent, donc plus dans les Appalaches, donc dans les hauteurs aussi, dans les Laurentides, tout ça. Ces sols-là, souvent, ils vont avoir quand même, des fois, ils vont avoir une espèce de petite compaction naturelle, ils vont avoir un certain pourcentage de fragments aussi, donc généralement, 10 et 30 % en volume là, de fragments dans ces sols-là. On va avoir des tilles calcaires, comme dans ce cas-ci, le Bedford, qu'on a pris dans la région de Drummondville. C'était vraiment un til calcaire. Donc, c'est vraiment la roche là, qui faisait de l'effervescence, qu'on peut le voir ici. Donc, on utilise du HCl 10 % pour vérifier cet état-là. Donc, ici, on est vraiment dans la plaine de Montréal. Il y a quand même des tilles dans cette région-là, plus associées à des terrains plats. Tandis que, par exemple, le Sainte-Marie, bien là, ça va être plus associé à des caténas. Donc, Sainte-Marie qui va être plus en bas de pente, qui va être associé, par exemple, avec Woodbridge, Blandford, je crois, qui, là, sont des sols mieux drainés, mais encore là, l'aume sableux grossi. Dans les loameux grossiers, l'aume sableux, avec un certain pourcentage de fragments dans ces sols-là. Voilà. Et on termine avec les séries de sols organiques. Donc ici, c'est sûr qu'on l'associe beaucoup là, au coin de Cherrington, là, dans le sud-ouest du Québec. Ici, c'est la série Verchères, qui est un humusol terrique, c'est-à-dire qu'on a une couche organique sur l'argile, mais on a aussi des organiques profonds. Puis, dans le fond, ici, il n'y a pas vraiment, à part en profondeur, mais en surface, il n'y a pas vraiment de sable limon d'argile. On parle beaucoup dans le fond, on regarde un peu là, le degré de dégradation de la fibre. Là. Donc, si c'est bien dégradé, on va appeler ça un humusol. Si c'est moins bien dégradé, la fibre, ben, on va l'appeler le fibrisol. Il y a le misol entre les deux. Donc, c'est un peu ça qu'on va regarder. Le degré de décomposition de la fibre. Voilà. Je cherchais le mot. Et voilà, ben, c'est ainsi que ça se termine. Je voulais remercier Maud Lapointe, avec qui je travaille, Pierre-Luc Lemire, Lucie Grenon aussi, qui est retraitée d'Agriculture Canada, mais qui nous donne un bon coup de main. Je dois souligner aussi tous les pédologues là, qui ont travaillé à caractériser les sols qu'on a au Québec. Et aussi, je voulais remercier toute l'équipe aussi avec qui on travaille en géométrique, l'équipe Aubert Michaud et Simon Ricard, là, Colline Gombeau, Ariane Blais-Gagnon, avec qui on travaille au quotidien. Voilà, merci. Merci, Catherine. Je m'excuse, j'ai comme eu un petit problème de souris qui s'est excité, puis j'avais de la misère à rétablir mon son. Oui, je pense que j'avais remarqué. Alors, désolée. Fait que tu es prête pour la période de questions? Oui. Oui. Alors, j'en ai eu quand même plusieurs, mais il y en a qui se répétaient un petit peu. Fait que je vais essayer comme de les résumer pour faire comme une seule question avec les questions. Parce que, tu sais, comme tu as parlé dans ton mythe et réalité, là, tu disais que, bon, est-ce que c'est encore à jour, les séries de sol et tout ça? Il y en a plusieurs, justement, qui se demandaient, ça devait-tu être remis à jour? Puis, tu sais, souvent, ça a été beaucoup modifié depuis le temps. C'est-tu vraiment fiable? Fait qu'il y a vraiment plusieurs personnes avant et après que tu as parlé des mythes et réalités qui ont demandé justement la validité des informations qu'il y avait là-dedans. Fait que je me demandais, est-ce que tu as des bémols à mettre par rapport à ces informations-là, même si tu dis qu'ils sont
relativement encore à jour? Puis est-ce qu'il y a certaines séries de sols que c'est peut-être plus à jour que d'autres? Oui, ben, je répondrai un peu en deux temps. C'est que justement, il y a des propriétés stables. Hein, comme je le disais, un matériel argileux va rester un matériel argileux, mais c'est sûr que toutes les propriétés dynamiques, si on pense à toutes les analyses physico-chimiques, ça, c'est sûr que c'est bon, c'est à prendre avec parcimonie. Là. Donc, il faut quand même bien l'interpréter, tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a eu, c'est sûr que ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre aussi peut-être l'étude la plus à jour aussi qui est disponible pour notre série de sols. Donc, je faisais souvent référence aux études d'Agriculture Canada là, pour tout ce qui est la plaine de Montréal, là, tout le coin Montérégie. Eux autres, ils ont vraiment des études là, qui ont été faites d'une manière très standard aussi. Là, ça a été standardisé, la manière de faire ça aussi. Puis les rapports sont uniformes aussi. Donc, mais comme je disais, tout ce qui est propriétés stables, les matériaux, comment que les propriétés hydriques dans un certain sens aussi, ça reste quand même quelque chose de stable au niveau du drainage naturel de ces sols-là. Les problèmes de dégradation qu'on pourrait rencontrer, c'est souvent relié, dans le fond, aux grands matériaux qu'on va rencontrer, à son drainage. Donc, c'est voilà, est-ce qu'on devrait refaire ça? C'est sûr que c'est des études qui sont extrêmement coûteuses parce qu'on fait plusieurs profils de sol par kilomètre carré, je vous dirais, là, pour faire ce genre d'études-là. Par contre, comme j'en ai parlé aussi, il y a la pédologie numérique qui permet de restreindre le nombre de données qu'on va prendre à l'extérieur, dans le fond, qui est très dispendieuse d'envoyer des équipes au champ, mais qui va coupler à ça des informations de modèles numériques de terrain, des analyses satellitaires, qu'on va mettre ça dans un modèle, puis ça va donner quand même une carte avec quand même assez juste, là. C'est ça. Donc, c'est là un peu l'avenir pour remettre à jour ces informations-là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, je suis d'accord qu'il y a certaines informations qu'il faut laisser de côté, mais il y en a que dans 100 ans, ça va être la même affaire. Ça va être encore un sable graveleux, une argile. Le taux de limon ne changera pas, donc ça va être des sols qui vont être sensibles à la battance, des choses comme ça. Bien, merci beaucoup pour ta réponse beaucoup plus claire, j'espère, en tout cas pour ceux qui ont posé des questions en lien avec ça. Il y avait aussi d'autres questions plus sur la disponibilité des données. Là. Tu disais qu'éventuellement, ça serait sur InfoSol, mais là, on demandait si c'était possible pour les agronomes éventuellement de télécharger les cartes de données, les courbes de niveau, les photos aériennes, etc., quand ça va être disponible. Puis, il parlait de format shapefile ou autre type de format de logiciel géomatique. Est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient, ça? Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr que là, si vous communiquez avec nous, on peut vous envoyer là, tous ces formats-là. Là, dans le fond, le format shapefile ou là, maintenant, on va travailler avec d'autres types de formats là, plus simples que le shapefile. Mais c'est ça. Là, pour l'instant, là, dans le fond, il y a le KMZ qui est disponible et le PDF que vous pouvez télécharger gratuitement. Mais tout ce qui est format vectoriel, bien, vous pouvez communiquer avec nous. Dans le fond, vous allez sur le site Internet de l'IRDA, puis il y a une boîte courriel pédologie, ça tombe directement à notre équipe, puis on va vous envoyer ces informations-là. Mais c'est sûr que là, on est vraiment dans la dernière mouture. Là. On est en train de refaire aussi le guide utilisateur qui vient avec ces données-là. Puis c'est sûr que là, toutes les autres informations, courbe de niveau, bien, ça, c'est peut-être plus InfoSol là, qui vont vous le permettre de rajouter ces informations-là. Là. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il y ait, dans le fond, une stratégie de diffusion là, pour être capable aussi de diffuser ces données-là à grande échelle, des données gratuites aussi. Puis, on va essayer de passer via Données Québec, mais peut-être garder, dans le fond, transiter via Données Québec, dans le fond, les informations qu'on va mettre sur notre site Internet prochainement. Là. Mais vous pouvez communiquer avec nous, puis on va essayer de vous envoyer les dernières données les plus à jour. Il n'y a pas de problème. Bien, merci beaucoup à l'IRDA. Une autre question plus, cette fois-ci, là, sur les données que tu as présentées. Il y a quelqu'un qui demandait comment s'étaient définies les différentes classes de drainage des sols dans les études pédologiques. Par exemple, qu'est-ce qui différencie un sol avec un drainage mauvais versus imparfait?
Je voulais peut-être revenir, là, je réfléchissais en même temps, je m'excuse, là, mais aussi, on va publier, si vous suivez les réseaux sociaux, tout ça, avec l'IRDA, on va quand même faire l'annonce, surtout qu'on va avoir des données récentes, mises à jour, qui vont être prêtes, là, disponibles. Avec le guide utilisateur, on va l'annoncer aussi sur les réseaux sociaux, puis ce sera la même chose aussi quand ce sera disponible sur InfoSol. On pourra peut-être partager là, les canaux de communication là, pour partager là, cette nouvelle-là. Maintenant, pour le drainage, ça va être beaucoup avec, on va regarder beaucoup avec la couleur du sol. Donc ça va être ça beaucoup. Donc, on utilise là, une charte de couleur Monson qui va nous aider là, à départager là, un peu là, ce qui va être glissol, brunisol, podzol, mais aussi le niveau de drainage là, de notre sol. Donc, souvent, ça va être quand même assez stable. Là. Par exemple, on le voit, un drainage mauvais. Dans le fond, par exemple, on va avoir une argile qui va être très grise. On va dire que le drainage est mauvais. Et des fois, après ça, on va y aller avec la profondeur du glé. Donc, le glé, c'est vraiment la zone très grise saturée, là, si on peut dire. On y va avec la profondeur. Là. Donc, comme je pense que j'avais partagé la photo tantôt, on avait le Saint-Jude, où on avait vraiment beau podzol, mais là, la couleur grise arrivait vers 50 cm, bien, on dit que c'est un drainage là, imparfait. Et là, après ça, bien, ça y va un peu aussi avec la texture aussi. Là, donc, voilà. C'est sûr que c'est un mélange ça, de couleur avec la de profondeur du blé selon la texture de sol. C'est comme ça qu'on va déterminer le drainage intrinsèque de notre sol. Naturel, si on peut dire. Merci beaucoup. Je vais peut-être te poser une dernière question. Il y en a aussi qui se demandaient si l'IRDA offrait les services de faire des profils de sol. En tout cas, tu pourras peut-être lui répondre, mais qu'on fasse tous les suivis des questions non répondues, parce que là, il y a beaucoup de questions, on ne pourra pas toutes les poser. Fait que Catherine va vous faire les réponses à ce moment-là qu'on envoie aux participants par la suite. Fait que pour la dernière question, c'est plutôt en lien avec le potentiel de captation, de séquestration du carbone des terres agricoles. Est-ce que la pédologie, l'analyse de la pédologie peut avoir un lien avec l'évaluation du potentiel de séquestration du carbone? Excuse-moi de la misère. Oui, ben, je ne suis pas une experte là, vraiment dans la séquestration du carbone, mais je pense que logiquement, oui, c'est sûr que ça l'a. C'est sûr que c'est quelque chose à regarder, là. Ça a un impact assurément. Là. Donc, on a des sols qui vont, comme on dit, qui vont, comment je dirais ça, ils vont minéraliser plus rapidement, okay, dans le fond, les carbones que d'autres. Donc, c'est sûr qu'il y a tout un aspect d'espèce de base là, qui est là, effectivement. Je penserais. Ouais.